Depuis maintenant plus de 20 ans, TM-KI ne cesse d'envahir le marché avec ses produits à la fois créatifs et innovateurs. Mais comme toute bonne entreprise, un jour il faut penser à l'expansion. C'est pourquoi l'équipe constituée de Charles Roy, Raphaël Boivin et moi-même, René Sugère, se sont penchés sur le cas de TM-KI. Nous avons établi une stratégie claire pour permettre la pérennité et le succès de l'entreprise à long terme dans son plan d'expansion. Maintenant, on va faire un petit aperçu de la présentation. Tout d'abord, on va parler de l'expansion de TM-KI, comme j'en ai parlé. Par la suite, on va regarder de comment on va pouvoir financer cette expansion-là. Par la suite, vous aviez une petite question par rapport à un projet de brevet qui avait été mentionné. Et finalement, on a quelques points que vous avez demandé de parler dans le mandat. D'abord, débuter avec l'expansion. OK, donc pour commencer, nous, on s'est dit que ce serait idéal de garder les forces faiblesses sur les menaces. Donc, on a rapidement conclu que les forces principales, ça résidait dans des produits innovateurs qui sont brevetés, donc qui ont qui sont personnalisés à eux. Des clients aussi puissants comme Walmart, Sears, Canadian Tire, donc c'est facile de les revendre à grand volume. Par contre, au niveau département finance, on n'a pas vraiment. C'est la femme de M. Kirk qui s'occupe de la comptabilité, donc on s'était dit que peut-être pour une entreprise d'envergure, ça c'est peut-être un peu limité au niveau connaissance. Aussi, au niveau du marché américain, on n'a pas, l'entreprise ne semble pas avoir de connaissances, donc peut-être qu'il va falloir faire des études de marché. Puis aussi, l'entreprise ne fabrique aucun de ses produits, donc on s'est dit qu'elle était extrêmement dépendante des fournisseurs en Asie ou ailleurs dans le monde. Pour les opportunités, bien, comme on a dit, Internet qui n'est pas utilisé, c'est une opportunité incroyable. Le marché américain qui est immense, qui peut être très intéressant. Puis, au niveau de la concurrence, vu qu'il y a les brevets, on s'est dit que niveau concurrence, on n'avait pas vraiment vu qu'il y avait un peu le monopole de ces produits-là. Et pour les menaces, le problème de liquidité, parce que l'encaisse est vraiment faible, puis presque tout l'argent est dans les débiteurs. Donc, c'est difficile de pouvoir investir rapidement dans les projets, réagir rapidement. Donc, on a évalué les trois marchés qui étaient évalués dans le mandat. Le marché canadien pour aller plus vers l'ouest, qui nous apparaît être une solution très intéressante parce que justement nos brevets sont valides au Canada. On n'a pas besoin de faire d'autres démarches, ils sont déjà en place, ils fonctionnent déjà. Le marché est connu, on connaît les demandes des Canadiens. Aussi, les produits sont connus auprès de la population, ça fait plusieurs années qu'on est sur le marché. Par contre, le Canada étant un grand pays avec une population très faible, la densité de population est vraiment petite, donc ça va être dur de peut-être vendre au volume comme la stratégie de l'entreprise est actuellement. Bon, contrairement aux États-Unis, que là justement la densité de population est immense, donc c'est plus facile de rejoindre plusieurs personnes avec une campagne de publicité ou autre chose. Par contre, point faible, nos brevets ne sont pas valides là-bas, donc il va falloir faire des démarches pour s'assurer qu'ils ne sont pas encore pris ou qu'on va pouvoir les mettre en place dans ces plusieurs années. Après ça, pour Internet, là, encore là, c'est un marché incroyable. On a des millions, des milliards de personnes accessibles facilement. Justement, l'achat sur Internet, c'est de plus en plus répandu. De plus en plus de personnes adoptent cette méthode d'achat-là pour faire leur achat. Par contre, à l'intérieur de la compagnie, il n'y a aucune personne qui est qualifiée ou qui a des connaissances en informatique pour justement bâtir un site web avec un site de commande pour que ça fonctionne. Donc, c'est sûr que ça va être difficile de mettre ça en place. Ça va nécessiter de l'embauche de nouvelles personnes. Puis, le système de distribution, justement, des clients un peu partout dans le monde, ça va peut-être être difficile à mettre en place rapidement. Bon, pour la première option, parce qu'on évalue ça par option, chacun des marchés, Internet pour nous, c'est un must. La compagnie doit se mettre en valeur sur Internet, elle n'a pas le choix. Par contre, il y a deux options pour mettre le site en fonction, soit à l'interne, soit à l'externe. À l'interne, comme j'ai dit auparavant, le manque de connaissances, puis on n'a aucune personnel qui est capable de le faire à l'interne, ça pourrait être peut-être difficile de le faire. Donc, justement, nous, on pensait peut-être faire la sous-traitance, qui ont justement l'expertise, la capacité de mettre ça en ligne rapidement, de faire rouler ça. Donc, on s'était dit que ce serait une option intéressante justement pour répondre à la demande à l'option Internet. OK. Pour l'expansion, soit au Canada ou aux États-Unis, on a vu ça comme trois options possibles pour faire cette expansion-là. Soit de distribuer nous-mêmes les produits,
soit de faire distribuer les produits par quelqu'un d'autre, ou soit de faire une fusion avec une autre compagnie, dans le fond complètement dissoudre la compagnie puis aller auprès d'une autre. Donc la première option qui était de distribuer nous-mêmes, qui est en ce moment l'actuelle option utilisée. Les points faibles, dans le fond, c'est que c'est très dispendieux, les coûts de stockage élevés, les entrepôts, les camions aussi qui sont un peu désuets. On a remarqué que l'amortissement était élevé, donc il va falloir renouveler la flotte de camions. Les investissements majeurs, puis justement avec des problèmes de liquidité actuels de la compagnie, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont être capables de rajouter de l'argent pour justement être capables d'aller dans ce marché-là. Aussi, c'est ça le problème de gestion du stock qui est douteux pour le moment. Par contre, si on fait nous-mêmes la distribution, il y a l'intégration verticale qui nous permet de sauver des coûts, puis d'être peut-être un peu plus efficient en nous-mêmes, puis aussi de moins d'être dépendant des distributeurs qui pourraient, mettons, tomber en grève ou demander des augmentations de frais sans qu'on ait vraiment le contrôle. Donc pour ça, ce serait peut-être plus avantageux de distribuer nous-mêmes. Par contre, on pourrait aussi la fusion. La fusion a pour avantage peut-être justement qu'on n'a pas besoin de liquidité pour la faire, on peut la vendre. On peut vendre la compagnie ou la fusionner pour des actions, puis on n'aura pas de problème d'encaisse, tout ça, on n'aura pas de problème de gestion. Puis ça nous permet justement d'avoir de la synergie avec notre nouveau partenaire, puis d'avoir un système de distribution qui est déjà en place, déjà efficace. Par contre, une fusion, on perd un peu le contrôle, on décide plus ce qu'il y a avec notre compagnie, parce qu'on ne sera sûrement pas majoritaire, la compagnie est quand même sous PME, c'est assez petit. Donc on n'aura plus de contrôle sur ce qui se passe à l'interne. Aussi, les décisions, on n'en aura plus vraiment non plus. Peut-être qu'on va avoir une bonne portion de pouvoir de tranche, mais on ne pourra pas au day-to-day décider où la compagnie va. Aussi, les pertes d'emploi, souvent qui arrivent quand on fait une acquisition, quand les compagnies fusionnent, il y a souvent des coupures d'emploi pour justement laisser les personnes déjà en place dans notre compagnie. Au niveau que si justement on fait affaire avec un distributeur déjà en place, là, les avantages sont nombreux. Premièrement, on n'a plus besoin d'entrepôt parce que c'est tout le distributeur qui va s'occuper de la gestion justement des stocks. Peu d'investissement encore là parce que c'est tout lui qui va gérer les transports, l'entreposage. Et le principal pour nous aussi, c'est qu'on se concentre réellement sur les compétences de la compagnie, ce qui est la création, trouver des produits innovateurs, créatifs, utiles, qui vont vraiment viser la compétence principale de nos deux fondateurs, qui vont vraiment pouvoir les mettre en valeur, puis chercher vraiment la valeur ajoutée de la compagnie. Justement, là, en ayant moins d'investissements à faire sur le transport, l'entreposage, on va vraiment pouvoir focaliser sur les investissements en R&D, des nouveaux produits innovateurs, des nouveaux marchés, puis se concentrer sur ça. Le point négatif, c'est un peu l'inverse, c'est qu'on n'aura pas l'intégration verticale, on ne pourra pas avoir notre propre chaîne de distribution, on va devenir un peu dépendant du distributeur, donc s'il y a des hausses de frais, des grèves comme ça, on va devenir dépendant. Puis les délais de livraison aussi, là, dans le fond, au niveau de la qualité, le client qui soit satisfait, qu'on a des délais rapides, tout ça. Donc, pour répondre à ça, nous, on a vraiment choisi d'opter pour le distributeur. Par contre, en tant que distributeur, il y a des points importants à se remémorer qu'il faut vraiment mettre l'emphase dessus. Premièrement, il faut trouver un sous-traitant fiable de qualité. Il faut prendre le premier venu qui nous offre un prix bas, puis vraiment sauter dessus. Donc, je pense qu'il faut vraiment évaluer tous les distributeurs disponibles, puis prendre un qui va justement avoir la possibilité de grossir avec nous aussi. Pas juste sur le moment répondre à notre demande, mais vraiment pouvoir répondre à notre demande croissante. Aussi, au niveau parce que là, notre système de commande en place, il n'y a pas l'air trop j'imagine qu'il est inexistant. Le système informatique n'a pas l'air vraiment en place. Donc, il va vraiment falloir établir un système qui va permettre de faire des commandes puis qu'on soit vraiment interrelié avec le distributeur pour vraiment avoir une rapidité au niveau des commandes, pour vraiment s'assurer que les délais soient courts puis que la qualité soit là. Aussi, pour ce qui est du distributeur, c'est important d'avoir un distributeur de qualité pour s'assurer que les produits livrés ils vont être en bon état, ils ne seront pas endommagés. Ça va vraiment être un distributeur qui va faire attention à nos produits. C'est ça. Bon, OK. Donc,
on s'est donné un peu une échelle de temps pour déterminer les échéanciers au niveau des expansions, parce qu'on pense que toutes les expansions sont valables et on doit les faire. Donc, en prenant ça en note, on a considéré que le Canada, avec la structure déjà en place, ça ne nécessiterait pas beaucoup d'investissements majeurs pour pouvoir faire face à la demande de l'Ouest. Donc, dans une période de court terme, de près 6 mois à 1 an et demi, on s'est dit que le Canada pourrait être une option intéressante. Après ça, l'Internet serait vraiment, on pourrait immédiatement commencer à investir dessus pour pouvoir, à moyen terme, de façon réaliste, pouvoir profiter des investissements mis sur cette plateforme-là. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce qu'en investissant immédiatement sur Internet, on va pouvoir avoir des clients fidélisés puis faire réellement des ventes directes sur Internet. Donc, on parle plutôt d'une période de 2 ans, 2 ans et demi vraiment pour s'assurer que la plateforme est bien en place, elle fonctionne bien, puis on ne met pas un site sur Internet à la va-vite qui ne fonctionne pas très bien. Après ça, les États-Unis, ce serait un projet à long terme où il faudrait justement, vu que le marché n'est pas connu, les brevets, il faudrait s'assurer que les brevets fonctionnent bien avant d'y aller. Donc, on parle d'un projet de près 5 ans, 3 ans, 5 ans. Après ça, on va passer au financement. Je parle de la partie financement. Vous avez exprimé le besoin de faire un agrandissement. Vous avez également exprimé le besoin d'avoir des nouveaux employés. Vous avez proposé 3 sources de financement au niveau à la hauteur de 2,5 millions par source de financement, soit par la dette garantie par un emprunt hypothécaire sur l'immeuble de l'entreprise, ou également par fonds propres, par action ordinaire ou par action privilégiée à dividende cumulatif. On va commencer par analyser rapidement l'emprunt à long terme. Premièrement, il y a des versements obligatoires d'intérêt qui sont assez faramineux. Le taux d'intérêt de 10 sur 2,5 millions, étant donné, comme on a parlé, aux problèmes de liquidité au niveau de l'encaisse ou des taux très élevés, on suggère que les versements obligatoires, c'est probablement pas idéal. Par contre, les intérêts sont déductibles dans vos bénéfices nets, donc c'est certainement un avantage. Léger des avantages, ça augmente votre ratio d'endettement qui passe de 63 à 67 Parlons maintenant des actions privilégiées qui sont à dividende cumulatif. Il faut analyser d'abord la perte de contrôle quand on finance par fonds propres. Les actions sont non votantes, donc ici, c'est certain qu'il n'y aura pas de perte de contrôle ni dilution. Ensuite, on a analysé aussi le ratio d'endettement qui a une légère baisse, puisqu'il y a augmentation d'actifs des capitaux propres et non des passifs. Léger des avantages et les dividendes sont non déductibles, mais sans versement obligatoire. Si jamais vous versez des dividendes, ils ne seront pas déductibles, vous devrez les verser directement de vos bénéfices non répartis, qui sont des capitaux propres. La solution qu'on a obtenue, c'est du financement avec des actions ordinaires, qui est également un financement par fonds propres. Faire attention ici, par contre, à la perte de contrôle. Il va y avoir dilution des actions, en fond, dilution du contrôle. Donc, si vous ne voulez pas perdre le contrôle, c'est vraiment faire attention, c'est un point très important. Même chose que tantôt, le ratio d'endettement qui diminue de 63 à 56 puis un peu le même désavantage avec le dividende, il est non déductible, mais on ne mentionne pas ici que le dividende est obligatoire, donc pas nécessaire d'en verser. Compte tenu de vos problèmes de liquidité, seulement les intérêts du financement par dette est un versement obligatoire. Donc ça, c'est clair et net qu'on l'abandonne. Du point de vue des actions privilégiées, comme j'ai parlé tantôt, il y a un versement de dividendes cumulatifs, donc vous ne pourrez pas vous verser de dividendes vous-même au propriétaire tant qu'il va y avoir des dividendes arriérés. Donc la solution qu'on a décidé de conserver, c'est le financement par fonds propres via des actions ordinaires. Je vais passer la parole maintenant à René. Ici, bien sûr, juste pour compléter, c'est vraiment à condition qu'on n'ait pas de dilution. Je sais que Raphaël l'a mentionné, mais c'est parce qu'on n'avait pas de mention sur le nombre d'actions qui étaient disponibles, donc on n'avait pas d'idée. Mais si jamais ça venait à avoir une dilution, on opterait pour les actions privilégiées. Maintenant, vous avez parlé d'un nouveau projet qui est une belle machine à faire des sushis. Donc oui, c'est un projet qui était très intéressant, comme vous l'avez vous-même mentionné. Mais depuis le début de votre entreprise, très peu d'analyses financières ont été faites concernant les projets. Donc ici, on va vous donner une analyse financière qui est très intéressante et qui pourrait aussi être appliquée dans le futur sur vos prochains achats de brevets et nouveaux produits. Tout d'abord, ici, je me suis fié à l'étude de marché pour déterminer, dans le fond, le coût marginal qui était relié à chacune des options qu'on avait, tout dépendant du prix. Donc, on a donné le prix et la quantité qui serait vendue en fonction du prix.
Moi, j'ai enlevé les coûts variables de 27 $, on avait 30, mais les coûts fixes, je les ai enlevés de l'équation. Donc ici, j'avais 27 $ de coût unitaire. Donc, j'ai ma contribution marginale selon chacun des prix. Donc, comme on peut voir, la contribution marginale maximale se trouve à 36 $. C'est donc avec cette quantité de départ que je vais commencer. Donc avec 200 000 unités lors des premières années. Lors dans base d'une valeur actualisée nette, bon, on a un taux d'actualisation, etc. On n'entrera pas dans les détails. Toutefois, ici, j'ai mis mes calculs qui rentraient dans le calcul. Donc, j'ai mon coût de la dette, excusez-moi, en fait, c'est le moyen pondéré du capital que j'ai mis ici, en faisant une hypothèse sur le rendement des actionnaires demandés. À 9 %, étant donné que c'est des actions privilégiées, j'aurais pu mettre 10, mais ici, on voulait juste avoir une idée, grosso modo. Et puis, ça n'affectait pas tant que ça la valeur à la fin de la vente. Pour ce qui est, excusez-moi, juste les coûts variables, on a 27. Mon taux dépôt est à 31. Puis ici, je voulais simplement dire que je n'ai pas tenu en compte la DPE, donc les gains sur l'impôt sur le revenu par rapport au brevet, qui est un MCA, etc. Ça donnait seulement 36 000. Vous allez voir, avec la vente, ça n'avait pas vraiment d'impact. Donc, le calcul est très grosso modo ici. Donc, l'investissement initial, l'achat du brevet à 1 million, l'achat de la machine 650 000, les frais juridiques de 35 000. Pour un total de 1685, les frais juridiques, on les a vus dans vos prévisions, puis on a pensé que c'était probablement par rapport à ça. Évidemment, peut-être qu'on pourrait les enlever, puis de toute façon, ça ne ferait qu'augmenter. Donc, ça serait un avantage pour vous. Par la suite, ici, on voit les flux, si vous avez des questions. Simplement pour dire que j'ai fait une hypothèse de perpétuité à la fin. On n'avait pas vraiment d'horizon temporel de c'était quoi vos ambitions par rapport aux produits. Donc, évidemment, ça va peut-être venir biaiser un peu notre vente. Donc, ça serait à tenir compte dans le futur. Donc ici aussi, j'ai fait deux hypothèses, donc un taux de croissance de 3 % dans les premières années, 5 % dans la deuxième année. Donc ici, on voit les flux, si on a un taux de croissance à 5 %. Par la suite, donc ici, on voit la valeur actualisée nette de 1 139 000 et 1 200 000. Comme je vous dis, j'ai pris une hypothèse de perpétuité qui peut peut-être me biaiser. Évidemment, il faudrait mettre un horizon temporel, puis je vais le calculer par la suite. Peut-être qu'il y aura un changement, mais vu la grosseur aujourd'hui, je crois que c'est un investissement qui est très, ma foi, encourageant pour vous. Donc, simplement, quelques petits points par rapport à ce projet-là. Oui, évidemment, financièrement, il est très intéressant. Toutefois, vos produits sont souvent en bas de 20 $. Aujourd'hui, c'est en haut de 20 $. Toutefois, ça semble être un investissement intéressant. Maintenant, est-ce que selon vos valeurs, etc., il faudra regarder. Mais à 36 $, je crois qu'on est 16 $ en haut, on n'est quand même pas très cher non plus. L'étude de marché a montré que des gens voudraient quand même les acheter. Donc, je pense que ce n'est pas très important. Vous allez aussi parler des fois de faire une stratégie de prix. Donc, on garde les prix élevés, on les diminue dans le futur. Peut-être que ça pourrait être intéressant. Dans ce cas-là, il faudrait peut-être recalculer la vente pour être sûr que ça fonctionne toujours. Estimation, bon, évidemment, l'étude de marché, c'est ce que j'ai pris. Est-ce que ça reste des estimations? Est-ce que ça va être le réel? On ne sait pas. Mais ça donne une idée. L'hypothèse de perpétuité, j'en ai parlé. Puis, les frais afférents à la modification de produits n'étaient pas mentionnés. Vous avez dit que souvent, vous allez modifier les produits. Donc, peut-être qu'il y aurait aussi des frais ajoutés qu'il faudrait aussi inclure dans le calcul. Toutefois, en général, je pense que c'est un bon projet pour vous. Vous devriez agrandir votre portefeuille de produits. C'est un produit innovateur et très intéressant. Maintenant, certains autres points à discuter avant de terminer. D'abord, processus de sélection de projet. Vous avez parlé que souvent dans votre projet, vous achetiez le brevet, par la suite, vous faisiez l'étude de marché. Donc, nous, on a essayé de développer juste un petit processus qui serait pas mal plus intéressant. Donc, on commence à regarder tous les projets parce que vous avez presque 20 patenteux, 20 inventaires, excusez-moi, qui viennent à chaque année vous voir. Donc, on pourrait faire une présélection des projets selon vous, votre sens très affûté de toutes ces années d'expérience. Ensuite, on peut faire une étude de marché. Évidemment, ça serait des coûts supplémentaires, mais ça vous donnerait au moins une idée d'ensemble avant d'acheter les brevets, donc ça serait une économie dans long terme. Ensuite, on fait une analyse financière comme on l'a fait, une analyse aussi plus qualitative, à voir est-ce que c'est un produit qui fit, donc qui est intéressant pour notre entreprise, etc. Et par la suite, on termine. Vous avez aussi mentionné un régime de retraite, c'est très intéressant. On vous suggère une cotisation définie, 3 par exemple. Donc, chaque employeur, employé met dans un régime. Pourquoi? Bien évidemment, vous allez avoir une rétention des employés. Vous n'avez pas de dette future qui pourrait être un problème si on était à prestation définie, donc toutes les choses qui viennent avec, les prévisions actuarielles, etc. Mais l'autre alternative, c'est très intéressant. Ça serait le régime de bonus, on n'en a pas parlé, je ne sais pas si vous en avez, parce que vous vouliez surtout fidéliser vos employés en vente et en marketing, donc ça peut être intéressant, surtout sur une approche budgétaire, excusez-moi, très intéressant. Finalement, engager un contrôleur, c'est votre femme, c'est très intéressant de présentement, si vous avez des audits dans le futur, d'avoir quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait compétent, ou du moins qui a un peu de misère avec la comptabilité, ça peut être très, très pénalisant lors d'un audit. Engager un contrôleur, peut-être avec les finances, quelqu'un d'habitué va aussi diminuer vos frais d'audit.
Et évidemment, augmenter la qualité de vos informations financières. Revoir le contrôle de qualité aussi. On a eu certains problèmes avec, etc. Bon, bref, si vous avez d'autres questions, vous pouvez me demander. Merci beaucoup. Nous sommes prêts à vos questions. Je reviens juste à la dernière slide. Oui, pas de problème. Parfait. Nous, on a fini un peu court dans le temps. Une première question. Dans votre coût moyen pour du capital, vous estimez un coût de la dette de 10 D'où est-ce qu'il y a ce 10 de coût de la dette? Ouais. En fait, c'est le coût du financement qui était proposé. Quand vous avez proposé 3 sources de financement potentielles, le premier coût de la dette avec une garantie hypothécaire était à 10 donc on a pris ce taux-là. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, il est à 8 dans nos états financiers, mais si on avait à prendre la nouvelle dette, donc là, évidemment, là, on est allé avec un système par exemple, si on avait à prendre la nouvelle dette, elle aurait été à 10 c'est pour ça qu'on a utilisé 10 et contrairement à 8 parce qu'étant donné, sûrement, la banque établit un risque plus élevé. C'est le worst case scenario. Exactement. Donc, Vous n'envisagez pas ce mode de financement-là? non. La dette? Oui. Bien évidemment, la dette, dans un projet, dans le futur aussi, nous aussi, on a calculé si on faisait un dette et capitaux propres, parce qu'évidemment, tout financer avec les capitaux propres, si on n'en a pas parlé, c'était pas nécessairement la meilleure idée pour avoir un effet de levier, etc. Mais, somme toute, on a pris 10 c'est une estimation, mais présentement, comme vous dites, si on avait converti la nouvelle dette, ça serait 10 Au niveau du stockage, en fait, vous avez parlé de possibilités de fusion avec l'autre compagnie. Je sais que ce n'est pas la solution que vous avez proposée. Est-ce que vous aviez des. Je ne vois pas exactement avec qui on pourrait faire une fusion. Est-ce que vous aviez une idée? Dans le fond, est-ce que c'est d'avoir quelqu'un qui fait de l'entreposage ou. C'est d'avoir quelqu'un qui est déjà dans un même type de produit, donc qui fait de la création, mais qui arrive. Dans le fond, nous autres, ce qu'on voulait, c'est fusionner avec quelqu'un qui a déjà un système de distribution efficace. Donc, quelqu'un qui serait peut-être, par exemple, KitchenAid, une entreprise qui est déjà établie, qui a un système de distribution efficace, et de là, aller faire la fusion. Donc, c'est pas simplement d'avoir accès à des entrepôts ou tout ça, c'est d'aller vraiment avec une entreprise pour vraiment créer la synergie aussi de la fusion, c'est important. Donc, aller dans une entreprise qui nous ressemble un peu, donc on regarde la KitchenAid ou etc. Parfait. Donc, ça peut être intéressant. C'est bon. Au niveau du distributeur, vous avez qui votre distributeur? Présentement, Parce que dans les options, vous mettez, nous, on va de l'avant avec le distributeur. Exactement. Ben, le distributeur, en fait, ce serait un grossiste qui achèterait nos produits directement de nos sous-traitants. Donc, nous, on se trouverait seulement à prendre les commandes, puis envoyer les commandes directement chez le grossiste, même que le grossiste peut directement passer chez commandes. Se concentrer sur le développement. Non, il faut vraiment se développer, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est développer le core business dans notre entreprise qui, lui, est vraiment la création de produits et la mise en marché. Ce qui est de la distribution, c'est vraiment un problème. Donc, nous autres, ce qu'on voulait, c'est vraiment que les sous-traitants envoient directement chez les grossistes, que les grossistes, avec leur système de distribution, les envoient. Donc, nous, en fond, on peut jamais en marchander. Cette opportunité-là existe actuellement? Oui, évidemment, avec plusieurs entreprises. Au niveau des problèmes de liquidité importants, vous parlez de l'agence de recouvrement. Oui. Si on engage un contrôleur, est-ce qu'on va de l'avant aussi avec cette. Bien évidemment, tout ça, en fait, c'est parce que c'était juste une avenue que vous auriez pu prendre. Mais évidemment, si on prend un contrôleur, lui, il va pouvoir commencer par regarder l'âge des comptes clients. Est-ce qu'il y a des comptes clients irrécouvrables là-dedans? Parce que je ne pense pas que madame a pris des provisions de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des comptes aussi à enlever des livres? Puis par la suite, évidemment, de faire des appels chez les clients pour essayer justement d'instaurer un système de recouvrement. Ça peut être très intéressant dans l'entreprise même. Mais si jamais, parce qu'à court terme, on a quand même besoin de liquidité, peut-être faire appel à une agence de recouvrement, le temps d'engager le contrôleur qui installe le système, etc. Donc c'était plus ça qu'on voulait mentionner de ce côté-là. Au niveau du financement de 2,5 millions, vous proposez d'y aller avec des actions ordinaires. Vous avez parlé de perte de contrôle, point d'interrogation. Est-ce que c'est parce que vous n'avez pas été capable de calculer quel était le pourcentage? On n'avait pas le nombre d'actions. Oui, c'est ça, on n'avait pas le nombre d'actions. En fait, j'ai mis le point d'interrogation et pour les actions ordinaires et pour les actions privilégiées. Je voulais juste mentionner comme de quoi les actions ordinaires étaient votantes, les actions privilégiées sont non votantes. Donc, il n'y a pas de possibilité de perte de contrôle des actions privilégiées, mais il y a une possibilité de perte de contrôle des actions ordinaires. Donc, c'est simplement ça, mais on n'avait pas le nombre d'actions. Donc, on n'a pas pu calculer la dilution. Vous jugez que vous n'aviez pas assez d'informations pour pouvoir calculer. C'est ça. On ne peut pas se passer à côté de quelque Ouais. chose, mais Bon, évidemment, avec un peu plus de temps, on aurait pu sûrement
En fait, c'est la suggestion qu'on vous suggère à meilleure de nos connaissances, puis on vous dit juste, avant d'aller de l'avant avec ça, faites attention au niveau de la dilution, vous assurez que vous gardez le contrôle de votre entreprise. Merci. Vous avez parlé des actions privilégiées qui faisaient partie de notre mode de financement. Possible. Vous avez parlé de dividendes cumulatifs. Est-ce qu'on doit les verser, ces dividendes-là? Le versement n'est pas obligatoire, mais justement, il est cumulatif. Donc, si jamais vous, en tant que dirigeant, vous voulez vous verser un dividende, ben, vous allez devoir verser le dividende au détenteur d'actions privilégiées avant. Le pourcentage est assez élevé, donc c'est 10%. notable. Puis évidemment, ben, ce qui Son nombre est intéressant avec ce côté-là, c'est qu'on n'est pas obligé de déverser, donc nos liquidités sont correctes. Donc oui, effectivement, on n'est pas obligé de déverser, ça ne fait pas nos liquidités, sauf que si nous, par la suite, on veut s'en sortir, évidemment, il faut passer par les privilégiés, chose qui peut être un peu. Merveilleux. Et mon dernier point, vous avez fait une perpétuité. Il n'y avait pas une durée qu'on vous... Il y avait une durée de 10 ans sur le brevet, mais une fois que le brevet est terminé, ça ne veut pas dire que l'exploitation est terminée. Évidemment, il faudrait penser que là, sûrement que les concurrents vont arriver et ça va diminuer. Évidemment, c'est pour ça que je vous dis qu'avec peut-être en discutant un peu plus, on aurait pu déterminer une longueur. Évidemment, 10 ans, on aurait pu l'utiliser, mais comme je vous dis, le brevet, une fois qu'il est terminé, c'est que le produit peut encore continuer à être vendu. Le produit va être connu, il va être vendu à presque 200 000, puis par la suite, il va augmenter à 3, 4, 5, 6, il va peut-être être vendu à 350 000 unités par année. Les gens vont connaître le produit, sûrement en plus, avec le beau nom que vous avez donné, Frisky, le Frisky Sushi, etc. Là, ça risque d'être vendu par le Vince du chamois ou quelque chose comme ça. Donc, ça risque d'être un produit fort intéressant. Merci.